Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre dans Échange. Aujourd'hui, nous évoquons les accords de partenariat économique et leur implication sur la vie de nos nations. Les APE peuvent-ils sortir les pays signataires de la misère? Comment les États doivent-ils s'organiser? Pour en parler, je reçois sur ce plateau pour vous Constant Patassé. Il est consultant en commerce international. Bienvenue. Merci. Les États ont toujours signé des conventions dans plusieurs secteurs d'activité. Pourquoi les accords de partenariat économique avec l'Union européenne suscitent autant d'interrogations? Oui, ça suscite, les accords de partenariat économique suscitent autant d'interrogations parce que beaucoup d'études ont été faites par différents organismes et il s'est avéré que vraiment ces accords peuvent avoir des effets vraiment désastreux sur nos économies. En fait, les accords de partenariat économique, c'est en fait des accords de libre-échange entre une grande économie et une économie aussi faible que ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et en réalité, les tenants du libre-échange savent que, lorsqu'il y a ce genre d'accord, tous les avantages comparatifs vont à l'économie la plus développée. Et il y a plein d'études qui ont confirmé cela. Mais après, quelle est la différence avec les autres accords déjà signés avec l'Afrique? Oui, parce qu'il y a eu des accords, l'accord de Lomé, l'accord de Cotonou. Oui. Donc, si je prends le cas de l'accord de Cotonou, dont émane l'accord de partenariat économique, c'est en fait un bon accord, un accord de développement, un accord d'aide au développement que l'Union européenne devait aider l'Afrique à se développer. Et lorsque vous consultez ces accords, vraiment, vous allez voir que ces accords peuvent, les éléments que constitue l'accord de Cotonou peuvent aider vraiment au développement de l'Afrique. Seulement, à l'intérieur, il y avait la clause de négociation des accords de partenariat économique. Et c'est là-bas que le problème se pose parce que, bon, si on parle du développement, le développement, est-ce que ça va se passer par, en fait, des aides budgétaires ou bien c'est le commerce? C'est clair que ce n'est pas le commerce qu'un pays peut se développer. Donc, si les accords de partenariat économique qui sont des accords commerciaux vont entraîner des effets dommageables sur l'économie. Comment est-ce que ça va marcher? Comment est-ce que les accords de partenariat économique peuvent entraîner, selon vous, ces effets? Oui, puisqu'il y a deux volets. D'abord, les accords de partenariat économique c'est des accords de libre-échange. En d'autres termes, la suppression des droits de douane à l'importation à l'Union européenne comme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que tous les produits qui seront importés de l'Union européenne ne vont plus subir des droits de douane, comme les pays et les produits qui vont quitter la CEDEAO pour l'Union européenne. Mais bon, il y a quand même une marge. C'est prévu que c'est 75% des importations de l'Union européenne qui seront en franchise de droit. Donc déjà, lorsque on supprime les droits de douane, ça fait un manque à gagner pour les États africains. Mais ça peut dépendre aussi des produits que ces États importent. Oui, justement, c'est pour cela qu'en fait, il y a une marge. Je crois il y a 25% par exemple des importations qui vont continuer par subir des droits de douane normalement. Mais quel genre de produits? Bon, les produits, tout ce que la consommation, il y a la consommation, mais si nous allons parler surtout des produits qui ne vont pas subir la suppression des droits de douane, il s'agira surtout des produits agricoles, les produits qui seront en concurrence directe avec les produits des pays africains sur le territoire national et les produits qui peuvent être issus des industries naissantes. Donc c'est ces produits-là qui sont exclus donc, de la suppression des droits de douane qu'entraînent les accords de libre-échange. Donc les APE sont des accords de réciprocité. Donc comment est-ce que les États sont-ils partis d'un accès préférentiel à la mise en place de ces accords de réciprocité?
reprenez la... Comment est-ce que les États, Oui. enfin les communautés comme la CEDEAO et l'Union européenne sont-ils partis des accords préférentiels, des accords d'accès préférentiel à la mise en place d'un accord de réciprocité que Voilà, sont c'est une belle question. Effectivement, il y avait le système de préférence généralisée donc, qui permettait depuis aux pays sous-développés de l'Afrique arabe et Pacifique d'exporter donc à des droits plus réduits en Union européenne. Mais seulement, il y a la notion de la clause de la nation la plus favorisée de l'OMC. Donc, selon cette notion, lorsque vous accordez des préférences commerciales à un pays de l'OMC, les autres pays de même niveau ont le droit d'en bénéficier. Seulement, les pays de l'Amérique latine... Vous ne pouvez pas faire exception voilà. des États. Voilà, donc ça fait que donc, les pays de l'Amérique latine ont vu qu'ils étaient lésés dans leur exportation. Donc, ça fait qu'ils ont commencé par porter plainte contre l'Union européenne devant l'OMC. Et c'est l'OMC qui a intimé l'ordre donc à l'Union européenne de régulariser la situation. C'est pourquoi déjà en 2001, ils ont mis en place un autre système de préférence généralisée qui est l'initiative Tout sauf les armes. Et l'initiative Tout sauf les armes donc accordait la possibilité à tous les pays les moins avancés de tout le monde donc d'accéder d'exporter en franchise de droit en Union européenne. D'exporter oui, les armes, mais les Africains produisent des armes. Voilà, tout sauf les armes, c'est-à-dire qu'ils vont exporter tous les produits sauf les armes. Donc, ça a permis quand même à certains pays du monde, tels que le Cambodge, vraiment de développer son industrie d'exportation. Ça a aidé, mais bon, en Afrique, on ne sait pas pourquoi on n'a pas pu saisir cette occasion donc, pour développer nos exportations. Parfois même, lorsque vous voyez, vous lisez dans certains documents, on dirait que bon, on n'est pas vraiment au fait de ce dispositif. On ne sait pas que ce dispositif existe et qu'on peut l'exploiter pour doper nos économies. Donc on pourrait dire aujourd'hui que les APE ne bénéficient pas à l'Afrique? Oui, bon, il faut voir qu'il y a deux étapes. Si par exemple nous prenons les accords des pays les moins avancés, déjà les pays les moins avancés bénéficient déjà d'un accès libre sur le marché européen par l'application de l'initiative Tout sauf les armes. Donc en réalité, les accords de partenariat économique n'apportent pas grand-chose aux pays les moins avancés. Ça ne leur permet pas un accès encore plus que ce que leur aurait accordé l'initiative Tout sauf les armes. Or, l'initiative Tout sauf les armes est un accord qui dure. Ce n'est pas prévu pour limiter un temps. Donc, c'est dit que c'est un dispositif qui va durer. Donc, qui profite à d'autres pays qui ne sont pas obligés de démanteler leurs droits de douane de leur importation en provenance de l'Union européenne. Donc, quelque part, s'il faut faire cette comparaison, eh bien, nous sommes lésés en tant que pays les moins avancés. Et pourquoi les États africains ont signé ces accords? Oui, c'est ça. Surtout si nous prenons le cas de la CEDEAO, il faut féliciter vraiment les négociateurs parce que en fait, l'accord a commencé, les négociations ont commencé en 2001 et c'était prévu pour être conclu en 2006. Mais on a vu vraiment que non, ça n'allait pas. Donc les négociations ont tenu jusqu'à 2014. Donc, c'est là-bas que, bon, en fait, c'était des accords, ils avaient voulu faire des négociations par bloc économique. Donc, quand l'Union européenne a vu que, bon, ça forçait, donc ils ont voulu faire des négociations, même avec des pays. Et c'est pour cela que, par exemple, ils se sont attaqués donc, à la Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont donc des pays à revenus intermédiaires, donc qui ne font pas partie des pays les moins avancés. Donc, eux, si ils doivent continuer par exporter en Union européenne. Ils ne peuvent plus profiter des systèmes de préférence généralisés. Donc, ils vont payer les droits de douane normalement et ça va affecter leur capacité d'exportation. Donc, ils pourront ne plus être compétitifs. Donc, c'est ça qui les a amenés, eux, à signer ce qu'ils ont appelé les accords intérimaires. Et en 2016, je crois, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé, je crois, pour le Ghana, c'est vers début 2017. Donc, ils ont ratifié
leur accord intérimaire. Qu'en est-il du Togo? Bon, le Togo, je n'ai pas encore appris que le Togo a ratifié cela, mais je vais relever quelque chose. Bon, comme me le permettre, mais notre droit fondamental, la Constitution du Togo dispose en son article 138 que les traités qui affectent les finances publiques doivent faire l'objet, la ratification des traités qui affectent les finances publiques doit faire l'objet d'une loi. En d'autres termes, ce sont les... Si je comprends, je ne suis pas juriste, mais je suppose que si ça doit être ratifié, c'est le Parlement qui doit donner son feu vert pour que ça soit ratifié. Donc, les membres du Parlement doivent être bien outillés, doivent comprendre profondément la question, tous les tenants et tous les aboutissants de cet accord sur l'économie togolaise avant avant de comprendre parfaitement leurs responsabilités face à cette la ratification. Mais on sait que le Togo a déjà signé ces accords. Une autre question que j'aimerais vous poser, les APE peuvent sortir les pays signataires de la misère? Bon, c'est ce que nous avons dit ici, que c'est un peu difficile. Aujourd'hui même, il y a des études qui ont post-signature APE publiées en 2015 quand même, qui relèvent toujours que les APE vont affecter négativement l'économie de la CEDEAO. Pourtant, lorsqu'on jette un rapide coup d'œil aux tests publiés par les institutions européennes, l'impression c'est que les APE produiraient beaucoup d'avantages pour les économies du continent. Ainsi, ces derniers favoriseraient entre autres le commerce et les investissements directs étrangers. Bien. Prenons le cas des investissements directs étrangers. S'il vous plaît, les investissements directs étrangers, ce n'est pas une dividende que les pays signataires vont recevoir. Pour obtenir les investissements directs étrangers, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Dites-moi, prenons un pays comme la France, l'Italie ou bien la Grande-Bretagne. Vous pensez qu'ils vont, à cause des APE, ils vont traverser par exemple le Maroc, la Tunisie, tout ça là pour venir ici et installer leur industrie? Il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Bon, le Togo fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais un autre élément très important, c'est qu'il doit pouvoir trouver sur le marché de la main-d'œuvre hautement qualifiée pour pouvoir travailler, pour pouvoir donc être des employés dans ces industries-là. Mais si la main-d'œuvre n'est pas... Ce n'est pas le cas aujourd'hui en Afrique. Voilà, mais si par exemple... C'est une question que je vous pose. Oui, mais ce n'est pas le cas? Bien sûr que ce n'est pas le cas. Si vous prenez par exemple chez nous, certains pays l'ont compris, le font. Par exemple, prenez le cas du Kenya, 80% de la formation supérieure est technologique. 80% de l'investissement pour la formation supérieure se fait dans le domaine technologique. Mais donc c'est pour attirer les investisseurs? Oui, et effectivement, vous allez voir que actuellement au Kenya, il y a certains pays comme le Kenya, le Rwanda, des investisseurs viennent simplement. Si vous êtes aux nouvelles, vous allez voir que des industries viennent s'installer dans ces pays-là. Donc si nous voulons attirer les investissements directs étrangers, cette politique volontariste doit être engagée pour bâtir une industrie, si je peux l'appeler ainsi, de la main-d'œuvre qualifiée, hautement qualifiée, pour que si il y a besoin, si une entreprise européenne veut s'installer, qu'elle puisse trouver sur place de la main-d'œuvre qualifiée. C'est ce que les pays comme la Chine ont fait. Pour commencer, d'abord, la Chine a mis en place même un institut franco-chinois en France pour favoriser la production en grand nombre de la main-d'œuvre qualifiée. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont continué par faire aussi dans tous ces pays de l'Asie. Et c'est ça qui a permis la délocalisation facile de ces... Le transfert de technologie. Voilà. Et c'est ça, c'est parce que quand les industries exportent là-bas, et délocalisent là-bas, ils ont accès à de la main-d'œuvre qualifiée, bon marché. Donc, les produits deviennent moins chers, ils deviennent plus compétitifs. Monsieur Patassé, il est aussi dit que les APE renforceraient la gouvernance économique. Mais en réalité, est-ce qu'on a besoin des APE pour renforcer la gouvernance économique? Mais vous avez signé
Oui, mais c'est pas l'APE qui va... La gouvernance économique, c'est d'abord une question de volonté politique. C'est une question de perception. C'est une question qui doit amener les gens à savoir que s'il n'y a pas une bonne gouvernance, rien ne marchera. Donc, bon, il y a plein d'autres, au niveau par exemple de la CEDEAO, il y a beaucoup de dispositifs qui amènent, qui doivent amener la gouvernance, transparence, une bonne gouvernance, notamment, vous avez les directives de l'UOMA relatives à la transparence dans la gestion des finances publiques, qui peuvent aussi aider à une bonne gouvernance. Donc, nous allons marquer une pause et revenir après le journal sur votre chaîne.